Il était une fois deux gros barbus tannés de se faire dire « On te demande pas de réfléchir sur l'utilité de ton travail, on te demande de le faire !» ont décidé de se faire pirates et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Bonjour tout le monde, les pirates, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'épisode 10 du podcast Go Pirates. Salut Maurice. Salut Olivier. On va passer aux choses sérieuses assez rapidement parce que c'est un sujet qui me fait pas mal me délécher sérieusement. Fait que je voulais juste, avant de commencer, dire un gros bonjour aux gens de Bruxelles en Belgique. Merci de nous écouter et comme je l'ai dit aux autres, faites-le connaître à vos amis, notre podcast. Comme ça, on va voir vos chiffres grandir et augmenter la compétition. Aujourd'hui, Maurice, au menu, on parle du phénomène de bullshit jobs. Un de mes sujets préférés. Le titre est génial. En français, un peu moins, mais bon, il faut traduire. Ça s'appelle Job à la con. C'est un livre de l'anthropologue américain David Graeber. Et puis, essentiellement, ce qu'il dit, c'est que la classe dirigeante s'est rendue compte qu'une population heureuse et productive avec du temps libre est un danger mortel. Et que pour pallier à ce problème, on les tient occupés avec du travail qui est absolument inutile et n'a aucune valeur. D'où le nom Bullshit Job ou Job à la con. Le livre est un plaisir à lire. On rit d'un bout à l'autre. Graeber est super sympathique. C'est un bon anthropologue qui a écrit quelques livres super intéressants, dont un sur les dettes que je conseille aussi. Et si je ne me trompe pas, lui, au départ, c'était un article et qui a fait tellement parler que les gens ont commencé à faire des études. Est-ce que les gens trouvent que leur travail est inutile? Ça n'avait jamais été mesuré. Et ils ont commencé à le faire à cause de l'article et les réponses étaient tellement « oui ». Beaucoup de gens trouvent que leur travail est complètement inutile qu'il a été obligé d'écrire un livre avec ça. Bien, comme il l'explique dans le livre, la moitié du livre, en fait, a été écrit avec les anecdotes que les gens y ont envoyées. Complètement, oui. Maintenant, on va être fair, OK? C'est pas tout le monde que leur job est entièrement inutile, entièrement de la bullshit. Mais on va être honnête là, entre nous autres. Là. Pensez à votre travail. Qu'est-ce qui a de la valeur tangible que vous avez faite aujourd'hui, dans toute votre journée? Un peu comme tout ce qu'on raconte, Maurice, c'est un spectre. C'est un spectre. C'est un spectre. On a tout un petit peu de bullshit dans notre travail. Oui. J'aimerais ça qu'on donne la définition, parce que M. Graeber la définit et la fait grandir avec nous dans le livre. Parce qu'au départ, il va avec une hypothèse qui fait grandir à mesure qu'il a des arguments et des contre-arguments. Donc, la définition finale d'une bullshit job, une forme d'emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflu ou néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu'il se sente obligé, pour honorer les termes de son contrat, de faire croire qu'il n'en est rien. Donc, non seulement ta job ne sert à rien, mais tu n'es pas capable de la justifier, mais tu fais semblant de le faire parce que faut que tu survives avec cette job-là. Il y a le fait que personne aime être absolument inutile ou même néfaste pour la société. Donc, on a tendance à justifier notre existence. La vie, c'est une longue justification salariale. Hein? Oui, clairement. La question qu'on me demande le plus souvent, c'est, Maurice, un exemple de c'est quoi une bullshit job? Je dirais pas loin de 50% des postes de middle management que j'ai rencontrés dans ma vie où l'existence du poste, c'est contrôler l'information en haut puis en bas. Fait que t'es indélogeable de là parce que cette information-là passe par toi puis c'est toi qui la possèdes. Mais un coup que tu enlèves ça, tu t'aperçois que tu n'apportes aucune espèce de valeur à l'organisation. Mais il y en a beaucoup d'autres, on va avoir plein d'exemples pour vous autres. Oui, absolument. D'ailleurs, parlons-en, parce que là, M. Graeber a défini 5 types de bullshit jobs avec toutes les anecdotes qu'il a accumulées avec le temps. Donc, des gens qui lui ont tweeté, envoyé des courriels, envoyé des lettres. Il a fait tout un gros un ramassis de ça, puis il a déterminé 5 catégories. Donc, la première catégorie, c'est ceux qui ont un travail de faire valoir. En anglais, ils appellent ça flunkies. Donc, c'est des gens qui servent à mettre en valeur des supérieurs hiérarchiques ou des clients. Donc, tu es là essentiellement pour faire briller quelqu'un d'autre. Des fois, à faire briller juste par ton existence. Donc, ce n'est même pas ton travail de le faire briller. Ton travail est qu'il y ait un plus gros head count que l'autre qui a la même position que lui. Okay. J'ai plus d'employés, donc je suis plus important.
Oui. Puis, écris-moi pas. Écris à ma secrétaire. Exact. Moi, je vais répondre. Dans les exemples, on a les préposés aux portes, les gens qui rouvrent et qui ferment les portes, qui disent « Bonjour, monsieur ». Ils nomment les assistants administratifs aussi. Mais là, je vais mettre un bémol là-dessus. Les assistants administratifs qui font un travail qui est absolument essentiel. 50% de ces gens-là, c'est parce que leur boss n'est absolument pas capable de faire le travail, point. Ouais. Mais quand vous rencontrez un gestionnaire qui est rendu avec une demi-douzaine d'assistants administratifs, puis que la plupart, tout ce qu'ils font, c'est parler toute la journée, parce qu'honnêtement, il n'y a pas de travail pour une demi-douzaine d'assistants administratifs. Peut-être qu'ils font des rapports qui ne servent à rien, Maurice. Oh oui. On en parlera plus tard. Des présentations PowerPoint qui ne sont jamais utilisées. Écris quelque chose. Hein, j'ai déjà vu ça dans une scène de Ghostbusters, là, le secrétaire. Write something, will you? We're paying you for that stuff. Écris quelque chose, on te paye pour ça. la deuxième catégorie, c'est les sbires, en anglais, les goons. Recrutés parce que les concurrents en ont déjà. Donc, essentiellement, ça nous les prend nous aussi. Parce que c'est généralement là, dans une dimension très, très agressive dans le travail, genre les télémarketeurs. Et la compagnie de marketing en face en utilise, ils appellent du monde, ils vendent leurs produits, il faut qu'on fasse la même chose. Ou les lobbyistes, ou les avocats corporatifs. Oui, quand tu es capable de lancer plus d'avocats que ton adversaire sur un problème, habituellement, il y a quelqu'un qui... C'est comme jouer au chicken à un moment donné. C'est plus une question de qui a raison et qui a tort, c'est juste une question de qui est-ce qui va vouloir continuer ça, puis risquer de se retrouver avec la facture pour les deux, ou ou de ne pas gagner la course là, à la plus grande publicité, etc. Oui, c'est ça. Troisième catégorie, les rafistoleurs. Donc, en anglais, les duct tapers. Donc, ça, c'est des employés qui sont là pour résoudre des problèmes qui auraient pu être évités au départ. OK? Genre, une équipe de développeurs qui fait juste réparer les bugs des autres développeurs. Ou les préposés des compagnies aériennes qui sont là juste pour calmer les gens dont les bagages ont été perdus. On s'entend? Tu pourrais passer tout cet argent-là à régler le problème au départ. Là. Oui, c'est ça. Puis, pas juste à régler le problème au départ, mais même un coup que tu en es aperçu, le régler à la source. Mais tu ne règles pas ça à la source. Ça coûte bien moins cher de mettre un plaster, un band-aid, un pansement dessus ou dans ce cas-ci, du duct tape. Puis, ça va passer. Quelqu'un d'autre va s'en... C'est un problème pour futur nous. Excellent. On fait juste pelleter vers l'avant. Exact. Quatrième catégorie, les cochers de case. Donc, les box takers, qu'on dit en anglais, sont recrutés pour permettre à l'organisation de prétendre qu'elle traite un problème qu'elle n'a aucune intention de résoudre, ou ceux qui utilisent la paperasserie comme preuve de travail, genre gestionnaire de performance, le journaliste pour le journal à l'interne. Je trouve ça génial, cet exemple-là. La moitié des postes purement bureaucratiques. Okay. Non seulement le gouvernement en est plein, puis il y a des gens au gouvernement qui font un excellent travail, qui sont essentiels. Il y en a aussi beaucoup qui le sont moins. En entreprise, c'est pas très différent. C'est juste que comme c'est le privé, tout le monde assume que si le travail n'était absolument pas utile, il ne serait pas là parce que la compagnie ne dépenserait pas pour eux autres. Voyons là. OK. Catégorie numéro 5, les petits chefs, les taskmasters en anglais. Donc, ceux qui surveillent des personnes qui travaillent déjà de façon autonome puis qui leur créent des nouvelles tâches inutiles. Donc, ça, c'est exactement la case où tombent les gestionnaires intermédiaires que tu parlais tout à l'heure, le mid-level management. Oui, le middle management, les chefs de projet qui savent que leur projet ne va pas très bien, fait qu'ils font juste s'arranger pour produire un maximum de documentation puis de montrer que ça avance. Non? Ah oui. C'est très méta comme travail. Oui, on rit. On s'entend, ce genre de poste-là, on est passé par là, nous aussi. J'ai été chef de projet pendant une dizaine d'années et vous savez, être responsable qu'un système super complexe fonctionne bien puis se livre bien alors qu'on n'a aucun pouvoir décisionnel puis aucun pouvoir sur le travail en tant que tel. On est juste imputable du résultat. On appelle ça du scapegoating. Ça, c'est un bel exemple de bullshit job. Oui. Puis, pour être honnête, j'ai travaillé dans une ou deux entreprises que s'il n'existait pas, le monde se porterait probablement mieux. Parce que c'est un des bullshit jobs là, qui disent, tu sais, si mon travail n'existait pas, le monde se porterait mieux. Carrément, là.
Oui, on a des exemples de responsables de requêtes aux assurances que leur travail est de faire tout leur possible pour invalider la requête. Okay? Même quand la requête fait beaucoup de sens puis ça devrait être payable, okay, comment on peut faire pour s'en sortir et pas avoir à la payer? Ouais. Ces gens-là sont conscients de ce qu'ils font. Certains sont juste psychopathes et vont trouver super beaucoup de plaisir à rendre la vie des gens misérables. Mais la plupart des gens sont des gens décents puis ils sont juste pris dans quelque chose de vraiment déprimant comme poste. Vraiment. Puis ils savent, je pense, mais il faut manger, puis c'est souvent l'excuse qu'on donne. C'est vrai, il faut manger, on n'a pas le choix. Oui, mais il y a plein de façons pour manger. Ah oui. J'aimerais ça qu'on passe à des exemples plus concrets, là, okay? Des histoires, là, puis on propose un petit mash-up, là, un petit mix d'exemples personnels et d'exemples qui sont donnés dans le livre de Bullshit Job. Et puis, en tout premier, j'aimerais ça parler de quelque chose qui est déjà accessible. Maurice, ton histoire de sauce à spaghetti. Ton histoire de sauce à spag, là, évidemment, on ne va pas vous la raconter parce qu'on a fait une belle capsule juste pour ça, mais allez sur notre canal YouTube et cherchez la recette de sauce à spag, puis vous avez une capsule de Maurice qui vous raconte son histoire de faire des rapports pour absolument rien et personne, et comment il s'en est sorti en utilisant un subterfuge de sauce à spaghetti. On vous laisse le teaser de spoiler ici. On va dire s'en sortir, c'est un bien grand mot. Puis ce genre de situation-là, je l'ai vécu à plein d'endroits aussi. Donc, j'ai des variantes de cette histoire-là aussi qui existent. Okay. Hein? Mais vaut la peine, allez voir ça. Ça vaut la peine, puis il y a une leçon à en tirer, puis des fois, c'est juste très drôle de rendre des choses visibles. De manière, on parlait de transparence dans le dernier podcast, c'est ça. C'est ça. Un exemple qui est donné par M. Greber dans son livre, c'était un exemple qui était dans l'armée allemande, qui n'a pas toujours été super efficace, mais pourtant assez bien. Là. Mais là, on a un exemple ici de bureaucratie qui rend la job de 3 personnes complètement inutile. Il racontait, c'est l'histoire d'un haut gradé de l'armée qui devait simplement déménager de bureau. Donc, il fallait qu'il apporte tout son matériel informatique d'un bureau à l'autre bureau à 5 portes plus loin. OK? Mais ce monsieur-là, selon les règlements là, du gouvernement pour lequel il travaillait, les règlements de son armée, finalement, devait faire une requête pour faire bouger son matériel informatique parce que n'importe qui ne peut pas faire bouger le matériel informatique dans l'armée allemande. Donc, la requête a été reçue par l'armée allemande. Elle a été envoyée à un sous-traitant qui a envoyé quelqu'un pour emballer le matériel informatique et un deuxième sous-traitant pour le bouger. Le même gars devait suivre l'autre sous-traitant, déballer 5 portes plus loin de matériel informatique et ces 2 sous-traitants-là travaillaient c'était à 250 km de chez eux. OK? Fait que si ces 2 gars-là n'avaient pas existé, le caporal Chosebin aurait appris à débrancher un ordinateur, le transporter dans une autre salle et le rebrancher. Et magie, il y a à peu près 3 chances sur 4 que ça marche très bien. Mais la bureaucratie dictait les choses autrement. Donc, il y a 2 personnes qui se sont déplacées à 250 km de chez eux à je ne sais pas quel montant à l'heure. Et on paye aussi le déplacement, évidemment, et le stationnement et la bouffe. Et ça, c'est des contribuables allemands qui l'ont payé. C'est un exemple parfait de bullshit job. C'est génial. J'adore. La bureaucratie, c'est le plus grand générateur de bullshit job au monde. Oui. Maurice m'a parlé d'un exemple que tu voulais donner toi-même. Oui. J'ai vécu ça il y a, 20 ans maintenant, à un de mes emplois. Bon, Maurice aime ça faire du trouble des fois. Fait qu'on m'a envoyé en punition sur un autre étage, à un endroit complètement perdu, à l'ancien département des archives. Puis là, je travaillais sur cet étage-là avec juste une autre personne. Le monsieur avait sa routine, travaillait un peu le matin, je le voyais faire ses mots croisés, il lisait pas mal, ramasse un gros paquet de documents, puis là, va se promener pendant une couple d'heures, puis il revient, puis il se rassoit, puis il recommence sa routine. À un moment donné, en passant à côté de son bureau, distraitement, je rouvre la pile de papier qui est en avant de lui, parce que j'avais vraiment comme l'impression qu'il prenait toujours la même à tous les jours. Puis je m'aperçois qu'il n'y a rien d'écrit sur ces papiers-là. Busted! Fait que là, j'y pose la question, c'est quoi que tu fais ici? Lui, il faisait partie du département des archives début des années 90, quand l'entreprise s'est informatisée. Donc, ils ont créé un département d'archives informatiques.
pour que les archives papier, d'où lui faisait partie, finissent par disparaître. Mais on n'avait pas très, très confiance aux ordinateurs à l'époque. Donc, pendant que doucement son département était décommissionné, lui, son travail était d'imprimer tout ce qui était maintenant archivé de façon électronique pour garder des archives physiques. OK? Oh mon Dieu! Ah oui. Il a fait ça pendant plusieurs années, longtemps après que le département des archives physiques soit décommissionné. Donc là, il n'y avait plus de manager, il ne travaillait plus avec eux autres. Okay? Il n'y avait plus aucune supervision. C'était les archives électroniques qui étaient là à la place, ne faisaient pas partie de ce département-là. Ouais. Éventuellement, les archives électroniques ont changé leur façon de faire. C'était plus requis qu'il y ait une copie papier des archives. Mais lui a continué à le faire pendant encore un petit bout, jusqu'à temps qu'il s'aperçoive que tout ce qu'il faisait, c'était faire imprimer un paquet de papier, puis d'appeler la compagnie de déchiquetage une fois par mois, puis il venait chercher ces papiers-là pour aller déchiqueter. Okay. Donc, il a arrêté de le faire. Mais, donc, il n'y avait plus aucune espèce de travail à faire dans cette entreprise-là. Mais il n'y avait aucun gestionnaire. Donc, personne n'était capable de faire sa révision à chaque année. Il n'y avait pas d'objectif. Donc, il tombait entre les cracks. Puis, comme le département des archives numériques était sur un autre étage, il n'était pas non plus en contact avec. Personne ne savait qu'il existait. Il se promenait, parce que les gens étaient habitués de le voir. Il était là depuis des années et des années. Au point tel que ce monsieur-là était la deuxième personne avec le plus d'expérience au sein de la compagnie, dans un endroit où ton salaire est basé sur ton nombre d'années d'expérience. Okay? Il y avait un des meilleurs salaires de la compagnie et faisait absolument aucune fonction qui servait à quoi que ce soit. Tout ce qu'il faisait, c'était passer ses journées à aller se promener, à jaser avec les gens avec son paquet de papier en dessous du bras, puis retourner à son bureau. Pendant longtemps, ce monsieur-là était un de mes héros. Parce que c'est complètement ridicule comme situation. Je ne sais pas si c'est dans Bullshit Job que c'est écrit ou c'est une discussion que j'ai eue avec des gens, là, mais les gens qui ne servent à rien, souvent, sont très, très vocales. Et lui, on l'entend, il est partout. Écoute, il parle à lui, parle à lui, parle à lui. Il doit être important. Il ne fait rien de sa journée. Vous remarquerez, c'est souvent le cas. Les gens qui parlent le plus sont ceux qui produisent le mieux. Ils ont souvent des très bons assistants. Ah oui, bien. Dernier exemple que j'aimerais donner, puis ça, c'était mon préféré du livre. Je pense que je l'ai relu 3-4 fois, ce passage-là. Je trouvais ça tellement délicieux. C'était un monsieur, ça se passe en Espagne, OK? Le monsieur travaille pour l'usine d'assainissement de l'eau d'une ville. Je ne me souviens pas quelle ville. Et c'est tellement bureaucratisé que tout le monde se lance la balle. T'sais. La ville dit tout le temps « Ah, c'est le board d'assainissement qui s'occupe de ça. » Puis le board d'assainissement dit « Ah non, c'est la ville qui s'occupe de ça. » Le gars, le monsieur d'un certain âge, a réussi à convaincre la ville que c'est le board d'assainissement qui le manageait et a réussi à convaincre le board d'assainissement que c'est la ville qui le manageait. Fait qu'il était entre deux chaises, un peu comme ton ancien collègue. Il n'y avait personne qui le manageait, puis tout le monde pensait que c'était l'autre qui s'en occupait. Donc, lui, il fait « Hey, je fais rien, moi. Je suis ici à la journée longue, puis j'attends qu'une lumière rouge allume. Puis quand la lumière rouge allume, j'appelle les urgences, je check les logs, puis en général, les logs, ils sont corrects. Je n'ai même pas besoin d'appeler. Fait que je vais me pointer une fois par jour, puis je vais retourner chez nous. Puis, tu sais, des fois, il y a des lumières allumées, puis ça durait 6 heures, là, puis c'était pas un problème bien grave. Fait que lui, il venait le matin, il regardait que toutes les lumières étaient correctes, il s'en retournait chez lui, puis il dit « Moi, j'ai passé mes journées à étudier un philosophe. Je trouvais ça plus productif que venir faire ma job qui ne sert à rien, du gars qui check si les lumières sont rouges. » Il a fait ça pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il s'est pointé une fois par jour au travail. Puis, il est retourné chez lui étudier son philosophe. Et sais-tu comment ils ont découvert le subterfuge? Non? Oui, j'ai lu le livre. Ça faisait un bon moment qu'il travaillait là. Il voulait le décorer pour ses longues années d'assiduité, puis il ne réussissait pas à le trouver. Ils sont allés voir chez lui, puis il était là. Maurice, j'ai un exemple personnel à te donner, je l'avais complètement oublié. L'histoire de mon ami qui m'a donné la permission d'en parler live ou dans des articles. Oui, c'est bonne celle-là. Oui, mon ami qui habite au Québec maintenant, mais qui est d'origine française. À l'époque où il habitait en France, il travaillait dans une drôle de compagnie, il était en informatique. Puis, ce genre de gars que, tu sais, lui, un gars de la direction ou bien
le concierge, c'est mes chums, puis je le parle comme je veux. Fait qu'il n'est pas vraiment impressionné par ton titre. OK? Fait qu'à un moment donné, puis il faisait un peu ce qu'il voulait, il faisait ce qu'il pensait, puis ça l'aidait bien, ça lui amenait une bonne carrière. Donc, à un moment donné, par exemple, le président, il trouve, là, ça marche pas, ce gars, il fait n'importe quoi, il fait ce qu'il veut, il apporte la valeur, mais ça, il fait pas ce que j'ai dit. Et il fait venir dans son bureau, puis il dit, monsieur, vous allez démissionner. Alors, mon ami, il dit, ben non. Pourquoi? Je n'avais pas pensé à ça ce matin. Oui, vous allez démissionner. Vous voulez dire que vous me virez? Non, vous allez me remettre votre démission. Bon, ben, quand je serai prêt, je vous la donnerai. Il s'en retourne travailler. Fait que, à tous les matins, le patron passait à côté de lui. Alors, monsieur, la démission, ça s'en vient? Ah, j'y pense, là, j'y travaille. Là, pas plus fou qu'un autre, il se dit, je pense qu'il va me virer, là, fait que je vais me trouver un autre job. Il a trouvé un emploi l'autre côté de la rue. Et jusqu'à temps, juste pour tester les limites de ce patron-là, il est allé à son ancien emploi chaque matin, mettre son manteau sur sa chaise, traverser l'autre bord de la rue, allait faire 8 heures là-bas, revenait, reprenait son manteau, disait bonjour à tout le monde. Et pendant plusieurs semaines, il y a eu 2 payes comme ça, simplement. Et là, le patron le savait, là, tout le monde le savait. Mais simplement pour tester la limite du patron, il a fait ça comme ça. Et après une couple de semaines, le patron l'a fait venir, il a dit « Monsieur, vous avez la peau dure, vous êtes viré. » Fait que pendant 2 semaines, juste par orgueil et l'orgueil du patron, le gars a été payé à rien, mais à pas être là. C'est une bullshit job, si on s'entend. Si c'en est pas une, là. Oui. C'est génial. Donc, wow. Mais oui, j'admire son esprit combatif. Je pense pas qu'on va pouvoir faire mieux que cette finale-là, Maurice. Non, je pense que c'est bon, ça. Petite question pour l'auditoire en ce moment. Selon vous, là, on vous a posé la question un petit peu au début, quelle partie de votre travail, selon vous, sert absolument à rien? Et si c'est 100% de votre travail, êtes-vous vraiment content avec ça? Qu'est-ce que vous pensez faire avec ça? Même si c'est bien payé, là. Même si c'est bien payé. Même si c'est bien payé. Et si vous avez une réponse, vous voulez nous répondre, probablement vous voulez le faire anonymement, vous pouvez nous écrire à ahoy@gopirate.com ou utiliser le formulaire sur gopirate.com pour nous écrire. On serait bien curieux de savoir à quel point vous pensez que votre travail est utile ou pas. Utile ne serait-ce qu'à des clients ou à la société. Et puis, si vous trouvez que vous avez juste une partie de votre travail qui ne sert à rien, est-ce que vous pouvez l'automatiser pour pouvoir passer plus de temps à faire quelque chose qui a de la valeur? Ou sinon, essayez de tester les limites de ça. Un peu comme dans mon histoire de sauce à spaghetti, vérifiez si ce qui vous est demandé est vraiment utile. T'sais, si vous ne le faites pas pendant un petit bout de temps, est-ce que quelqu'un va réagir? Mm-hmm. Donc, sur cette question, on va vous souhaiter une bonne semaine. Ouais, je vous invite à connecter avec nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, toute la patente. On a une infolettre aussi sur gopirate.com. Et pour ce qui est de la capsule de la sauce à spaghetti de Maurice qu'on n'arrête pas de parler, on va vous la mettre aussi dans la description du podcast, que ce soit sur Buzzsprout, sur YouTube ou n'importe où. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des exemples de bullshit jobs que vous avez déjà eus. Je serais très, très curieux de voir ce que vous allez nous envoyer. Et ça nous fera plaisir, si vous voulez bien, de faire un épisode spécial sur ce que vous allez nous envoyer. Maurice? Ça serait excellent, ça. Bonne fin de soirée. À toi aussi. À bientôt tout le monde. Bye bye les pirates.